Bonjour David Lisnard. Bonjour. Ce congrès est le dernier d'un mandat 2020-2026 que vous avez qualifié d'exceptionnel à tout point de vue. C'est un mandat qui a commencé avec le Covid et qui termine dans une sorte de chaos politique. Quel regard portez-vous sur ce mandat qui s'achève? Vous venez de, je crois, bien le résumer. C'est-à-dire qu'on a eu une succession de crises globales, nationales ou internationales qui ont eu des répercussions très locales. Le Covid a été le mandat où les maires sont intervenus pour protéger les populations, protéger les SDF de la maladie, personne s'en occupait, mettre en place les masques, la vaccination, etc. On termine dans un chaos national politique qui a des répercussions sur l'anticipation budgétaire. Entre les deux, on a eu l'inflation extrêmement forte qui était le résultat d'abord de l'hypercroissance budgétaire post-Covid, ce que j'ai appelé moi le n'importe quoi qu'il en coûte, qui a alimenté la circulation monétaire et la masse monétaire par rapport, donc ça crée de l'inflation, plus ensuite les répercussions de la guerre en Ukraine, en particulier sur l'énergie. Donc il a fallu nous qu'on assure dans les cantines scolaires avec des prix alimentaires qui ont augmenté de 15%, l'énergie, bon je ne reviens pas là-dessus. Et puis parallèlement, il faut exécuter des projets de mandat, il faut gérer le tout venant essentiel municipal, hein, l'urbanisme, l'état civil, ce qui fait le cœur de nos mandats. Donc ça a été un mandat qui a bien, je pense, testé la capacité de résistance des élus locaux. Un certain nombre ont jeté l'écharpe en cours de mandat, et ceux qui sont restés semblent très très motivés. Mais finalement, c'est un mandat qui marque la fin de plusieurs époques, la transition entre plusieurs époques, avec des enjeux globaux comme l'environnement, l'enjeu géopolitique qui est évoqué au Congrès avec le chef d'état-major des armées, l'enjeu numérique. C'est dans quelques années l'évolution numérique. Donc c'est un mandat d'action, de combat, qui fait, je pense, que l'institution communale est peut-être la dernière institution solide qui a encore un creuset républicain. Et justement, on sort pourtant de plusieurs années qui ont été marquées par un phénomène de maire bashing, on va dire. On est parti de balance ton maire jusqu'aux accusations aux collectivités d'être trop dépensières, de creuser le déficit de l'État. Pourtant, l'AMF a souvent dit pendant cette période, comme vous venez de le dire, que ce sont les maires qui ont tenu bon, qui ont été au front tout seuls parfois pour faire face. Et ça reste les élus préférés des Français. Comment vous expliquez ce décalage? Voilà, j'allais dire, c'est les Français finalement qui tranchent et qui décident et qui estiment que les maires sont quand même soutenus largement, bien plus que tous les autres représentants de la démocratie. Et le décalage, il vient du fait d'abord que les maires sont des habitants parmi les habitants. Donc c'est très incarné physiquement. Donc quand un sondage est fait, il s'adresse à des vrais habitants. Et indépendamment des postures de communication que prennent parfois certains ministres ou l'exécutif en général, pour s'exonérer de ses responsabilités dans la dégradation des comptes de l'État, par exemple. On l'a bien vu avec un ministre des Finances à l'époque qui disqualifiait les maires, etc. Bon, ben ça, c'est des postures de communication. Moi, je crois que l'immense majorité des habitants, j'allais dire nous, enfin on en fait partie, on sent bien la différence entre ce qui relève du marketing politique et ce qui relève de la réalité. Il y a 500 000 élus locaux en France. Donc c'est comme une force civique très présente, qui discute dans les familles, qui dit « Attendez, heureusement que la mairie était là », qui voit bien qu'on assure une continuité de service public, qui voit bien que dans nos CCAS, Centres communaux d'action sociale, c'est nous qui récupérons les personnes les plus fragiles, quoi. Donc, bon, ce que je vous dis n'est pas très scientifique, c'est très intuitif, mais cette intuition, elle se fonde sur tous les constats que je fais à la fois dans ma commune et que je fais sur tout le territoire national. C'est que quand vous êtes sur le terrain, c'est pas virtuel et les habitants, ils se rendent bien compte, même s'ils sont pas d'accord sur tout avec le maire, même s'il y a des maires aussi qui sont pas bons, hein, évidemment, quoi. Bon. Même s'il y a des erreurs, il y en a même qui peuvent tricher, etc., que l'immense majorité des maires, ils sont populaires, ils bossent, quoi. Mais vous savez, c'est un peu la même chose sur, par exemple, les gendarmes, les policiers. On entend souvent des critiques très très fortes sur les policiers et les gendarmes, mais l'immense majorité des gens, sans cautionner ce qui peut être des erreurs ou des bavures, etc., mais ils soutiennent la police et la gendarmerie, parce qu'ils voient bien que dans la majorité des cas, l'immense majorité des cas, ils travaillent et ils les protègent. Alors, le Premier ministre a annoncé pour bientôt, pour les semaines ou les mois qui viennent, un nouveau mouvement de décentralisation avec un projet de loi qui va être déposé. Normalement, ce terme de décentralisation devrait faire plaisir à l'AMF qui le réclame depuis des années avec Territoires Unis. Et pourtant, on sent une certaine prudence. Quelles sont les lignes rouges? Quelles sont vos craintes éventuellement par rapport à La prudence n'empêche pas le plaisir et le plaisir n'empêche pas la prudence. Mais
disons qu'on a un enthousiasme raisonnable et maîtrisé, parce que bon, il y a quelques années, quand on nous annonce de la décentralisation au moment du Congrès, et puis qu'on constate de la recentralisation tout le reste de l'année. Moi, je ne vais pas faire de procès d'intention à Sébastien Lecornu, je l'ai rencontré il y a quelques jours. Je pense qu'il est sincère, qu'il est convaincu qu'il faut organiser les pouvoirs publics et qu'il faut enlever de la pression sur l'État, ce que nous on dit depuis très longtemps, parce que quand on propose de libérer les collectivités territoriales, notamment les mairies, c'est aussi libérer de l'État des tâches inutiles qu'il s'est données et qui ne sont pas dans son cœur de mission, et qui l'éloignent de son cœur de mission, qui est la justice en général. Et donc là-dessus, nous, on y va avec nos principes, comme nous avons rappelé avec André Léniel dans un courrier adressé au Premier ministre, dire que toute discussion sur la décentralisation ne saurait se faire que sur un jeu d'échange de compétences, que si ce n'est pas c'est pas une réforme technique, la décentralisation. C'est une vision politique, organique au sens juridique du terme, mais j'allais dire au sens également biologique du terme, c'est-à-dire de ce qui fait fonctionner un corps, le corps des pouvoirs publics. Et c'est pourquoi on a dit que la réflexion sur la décentralisation, si elle peut aboutir dans un contexte politique qui la rend très incertaine, d'où notre prudence, dans un contexte budgétaire qui la rend très piégeuse, d'où notre deuxième prudence, mais si elle peut aboutir, elle doit d'abord se fonder sur la validation de principes forts. Des principes, puis le modus operandi. Et ces principes, c'est que la libre administration locale des collectivités, qui est un principe constitutionnel, soit enfin une réalité opérationnelle, ce qui passe par une loi organique d'ailleurs. Deuxièmement, la vraie décentralisation, c'est celle de la responsabilité au plus près du terrain. Donc ça nécessite de rendre des comptes aux habitants et d'avoir les moyens de rendre des comptes, c'est-à-dire donc les moyens de l'action. D'où le deuxième principe qui est l'autonomie financière. Et il nous semble, nous, que l'autonomie financière n'a de sens démocratique, c'est-à-dire ce qui fait la responsabilité, là aussi, civique, que si elle est couplée à une autonomie fiscale pour assainir les comptes publics. Et pour gagner en efficacité, il faut absolument associer les habitants le plus possible à la recette et à la dépense, pour qu'ils se sentent co-responsables de la dépense et de la recette. Or, tout le système de recentralisation fait qu'on a éloigné l'habitant et ses représentants que nous sommes de l'argent distribué, puisqu'on nous a enlevé des recettes locales pour aller quémander à l'État un argent qui avant appartenait aux contribuables locaux. Donc le bon maire, pour schématiser, était celui qui arrivait à avoir le meilleur service public tout en défendant les contribuables. Ben maintenant, les contribuables, ça s'est notement réduit. Donc c'est un système très pervers. Autre principe qui découle et qui à la fois découle de ce que je viens de dire, et je conclus, mais qui est le plus important, celui de la subsidiarité. Alors, le problème, c'est que ce terme, on n'a jamais trouvé un synonyme qui soit plus facile à comprendre, parce que le terme n'est pas très esthétique, mais il est très ancien, il vient des Romains, puis de la démocratie chrétienne, hein, et de la République de Genève. Ça consiste à dire que c'est une vision de l'homme. Chacun est responsable de sa vie, mais que la vie, il y a des accidents, il y a un besoin d'être avec les autres. Donc, l'on doit pouvoir avoir une solidarité horizontale, c'est la société civile, l'association, dans l'entreprise, le dialogue social, etc. Et puis ensuite, on a besoin de services publics, c'est-à-dire de services qui assurent l'universalité et la continuité. Et pour cela, il faut d'abord aller vers le service public le plus proche de l'action. Donc, commencer par la commune, et puis ensuite de remonter lorsqu'on a besoin de mettre en commun, donc qu'on soit vraiment dans une intercommunalité choisie et non pas une supracommunalité subie, et qu'on remonte vers l'État et vers l'Europe s'il le faut. Donc c'est un renversement total de philosophie. Ça consiste à dire que c'est le terrain qui transfère le pouvoir à l'échelon supérieur, et non pas l'État qui consent à décentraliser, c'est-à-dire à faire descendre une possibilité. C'est vraiment un regain démocratique, et pour nous, au-delà des principes, c'est ce qui doit permettre d'améliorer la performance publique, qui doit être notre priorité, donc de mieux défendre, allez, je me fais une petite coquetterie, en même temps, l'usager qui veut du service à juste titre de qualité et permanent, le contribuable qui veut en avoir pour son argent et ne pas trop contribuer dans le pays où il y a le plus de prélèvements obligatoires. Et j'ajoute un troisième élément, ce sont les agents de la fonction publique. La fonction publique en France coûte plus cher qu'ailleurs, ça c'est indéniable, c'est 57%. Et pourtant, on a des agents qui sont des gens bien formés, honnêtes, et qui sont souvent mal considérés, parfois mal payés, même souvent mal payés. Donc il y a bien un truc qui doit changer. Et bien, ce truc qui doit changer, c'est le centralisme qui ne marche pas.
Dernière question sur la proposition de loi sur le statut de l'élu qui arrive au terme de son parcours parlementaire. Elle devrait être examinée en décembre. Elle était destinée à remédier à la crise des vocations, mais en fait, elle va sortir très peu de temps avant les élections municipales. Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est une occasion manquée, à votre avis? Alors, oui, on peut constater que même un texte qui a accueilli de façon quasi unanime, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre, etc., devient périlleux sur le plan parlementaire. C'est dire à quel point on a quand même un problème aujourd'hui de pratique parlementaire et politique, de surcroît depuis la dissolution. Premier élément. Deuxième élément, il faut quand même se réjouir qu'il aboutisse, et ça, c'est vraiment l'acharnement de l'AMF et de Françoise Gatel. Hein, c'est vraiment voilà, le nombre de SMS qu'on faisait tous les deux, qu'on envoyait à François Bayrou dans le gouvernement dans lequel il était. Bon, Sébastien Lecornu en a bien compris la pertinence et l'intérêt, puis il s'est dit pourquoi contrarier les élus alors que ce texte ne coûte rien à l'État ou quasiment rien. Moi, j'ai jamais considéré que c'est ce qui allait régler le problème des vocations. Hein, je l'ai dit avant, donc je dis maintenant. Je pense que c'est un texte nécessaire, absolument nécessaire, et on s'est battu pour, mais pas suffisant. Et ce qui réglerait les éventuels problèmes de vocation, c'est la capacité d'action. On en revient, voilà, ce qui est déprimant. Enfin, moi, en tout cas, ce que je ressens, puisque les adversités, les problèmes juridiques, les problèmes financiers, c'est bien plus dur qu'on ne le pense, hein, y compris matériellement d'ailleurs. Hein, les gens fantasment très souvent. Bon. Mais on les transcende, c'est une vocation, c'est engagé, c'est aussi très gratifiant, c'est bien ressenti par la population, c'est un beau mandat, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, de ne pas pouvoir agir, d'avoir l'impression de monter le rocher de Sisyphe, il redescend, mais il est toujours plus gros, quoi. Et la pente, on ne va pas faire du Raffarin, mais la pente est toujours plus ardue. D'avoir des absurdités. Alors quand on en parle, ça fait un peu propos populiste, mais c'est la réalité, quoi. Pourquoi on va détruire, ce que j'évoquais dans mon discours d'ouverture, la bergerie de ce berger du Mont-Saint-Michel. Et on se bat pendant des années pour garder la bergerie que tout le monde trouve formidable, mais que quelqu'un a décidé de faire détruire. Bon. Donc c'est ça, en fait. Après, est-ce qu'il y a crise des vocations? Non, on ne le pense pas. Et les dernières études, les derniers sondages, notamment du CEVIPOF, semblent dire qu'il y aura quand même encore des vocations et que les municipales, enfin, on verra bien au mois de mars, mais pourrait être, une fois de plus, ce rendez-vous très singulier, hein, civique, qui fait que la France est capable, un pays de 68 millions d'habitants, d'avoir 1 million de candidats pour aller travailler, et pour beaucoup d'entre eux, bénévolement. Donc c'est quand même très réjouissant, ça. Puisqu'il y en aura 500 000 élus, hein, la moitié qui sera élue, s'il y a 1 million de candidats, bon, ben voilà, on pense qu'on sera entre 800 000 et 1 million de candidats. Donc, c'est 60% des maires sortants et des qui maires veulent se sortants, représenter. Ce qui est plus élevé qu'il y a 6 ans, c'est 9 points de plus de mémoire, donc ce qui est un signe de motivation. Alors après, on peut l'interpréter, c'est peut-être parce qu'on n'a pas réussi à finir tous nos projets, parce que ça devient de plus en plus compliqué, que ça donne envie de continuer. Et puis deuxièmement, j'allais dire, c'est ceux qui ont survécu, mais je ne veux pas faire du mélodrame, mais il y a eu plus de 40 démissions de maires par mois, on l'a assez dit chez nous, hein, ce qui est 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Donc ceux qui sont restés et qui ont affronté ces crises ont une capacité de résistance à l'adversité qui est élevée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.